Bonsoir et bienvenue au journal du soir sur Télé Liban. La visite officielle du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a été placée sous le signe du dialogue régional et de la coopération bilatérale. Accueilli à l'aéroport par une délégation politique et diplomatique, Abbas Araghchi a exprimé sa volonté de renforcer les liens historiques entre l'Iran et le Liban dans le respect de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Il a affirmé « Nous espérons ouvrir une nouvelle page dans la relation entre l'Iran et le Liban, fondée sur le respect mutuel et les intérêts communs ». Le ministre iranien a entamé une journée diplomatique chargée. Araghchi a rencontré les principaux responsables de l'État. Au cœur des discussions, la reconstruction, le soutien diplomatique face aux agressions israéliennes et le rôle de l'Iran dans la stabilisation régionale. Le chef de l'État, Joseph Aoun, a souligné que le Liban cherche à renforcer ses relations d'État à État avec l'Iran sur la base d'un partenariat transparent et respectueux. Pour sa part, Araghchi continue à soutenir la souveraineté du Liban et sa lutte contre l'occupation tout en insistant sur le dialogue interlibanais et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Une visite symbolique à plus d'un titre, alors que le Liban tente de sortir de l'impasse institutionnelle et que la région connaît de profondes recompositions diplomatiques. Depuis l'hôtel Phénicia à Beyrouth, le président Joseph Aoun a lancé un message clair. Le Liban ne peut plus se permettre de rester à la traîne dans le monde numérique. S'exprimant devant un parterre d'experts, de décideurs politiques et d'acteurs du numérique, le chef de l'État a appelé à une transformation digitale radicale de l'administration libanaise. Il a affirmé qu'il n'est plus acceptable que le Liban reste en marge de son époque. La transformation numérique est une décision souveraine tournée vers l'avenir. Un constat amer, des procédures lentes, des pratiques archaïques et une corruption endémique paralysent les services publics. Le président pointe du doigt ces blocages. Le gouvernement intelligent est sans cesse repoussé pour que les démarches des citoyens restent otages du bon vouloir des corrompus. Le président en appelle à faire de la digitalisation un projet national avec l'aide de partenariats régionaux et internationaux. Objectif, attirer l'investissement étranger et garantir un service équitable à tous les Libanais. Pour le chef de l'État, la numérisation n'est pas un luxe mais une urgence nationale. Reste à voir si l'appel sera entendu par une classe politique souvent accusée de freiner le progrès. Washington a amorcé une réduction significative de sa présence militaire en Syrie, passant de 8 bases à 3, avec l'objectif de n'en conserver qu'une seule. C'est Thomas Barak, émissaire spécial américain pour la Syrie et ambassadeur à Ankara, qui a fait cette annonce sur la chaîne turque NTV. Il a affirmé que la réduction de notre mission Inherent Resolve est en cours. Il n'y aura pas de retrait total, mais une reconsolidation progressive. Les troupes américaines, actuellement environ 2000, devraient être ramenées à moins d'1 millier dans les prochains mois selon le Pentagone. Les États-Unis justifient ce désengagement progressif par le succès enregistré contre l'organisation État islamique, même si des cellules djihadistes restent actives dans certaines régions. Mais ce retrait graduel pourrait fragiliser la stabilité dans les zones libérées, notamment face aux ambitions turques dans le nord et à la présence croissante de la Russie et de l'Iran dans la région. Des analystes militaires estiment que ce redéploiement américain ouvre un vide stratégique que d'autres puissances pourraient combler rapidement. Le président américain Donald Trump a réaffirmé sa volonté de limiter l'engagement militaire américain à l'étranger, tout en maintenant une capacité de réaction sur le terrain. La fin d'un cycle militaire en Syrie pour les États-Unis, mais une région qui, elle, reste instable plus que jamais. Nouvelle tragédie dans le sud de la bande de Gaza. Au moins 27 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées près du rond-point d'Al-Alam à Rafah, alors qu'elles tentaient de récupérer de l'aide humanitaire. Selon la défense civile de Gaza, les tirs ont été effectués par des chars et des drones israéliens.
Les victimes faisaient partie de milliers de déplacés massés autour d'un centre de distribution géré par la Fondation humanitaire de Gaza, une organisation controversée et soutenue par les États-Unis et Israël. Mahmoud Bassal, le porte-parole de la défense civile, a déclaré que les gens cherchaient simplement à se nourrir. Ils ont été pris pour cible sans avertissement. C'est le deuxième incident meurtrier en 48 heures dans cette zone. Dimanche, 33 personnes avaient été tuées et 176 autres blessées dans des circonstances similaires. L'armée israélienne affirme de son côté avoir ouvert le feu sur des suspects, évoquant des tirs d'avertissement. Une version contestée par de nombreux témoins. Reania Al-Astal, une déplacée en manque de nourriture, affirme « Ils tiraient d'abord en l'air, puis sur les gens. Mais nous n'avions pas le choix, nous avions besoin de nourriture. » Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé une enquête indépendante dénonçant l'usage disproportionné de la force contre des civils. En parallèle, 3 soldats israéliens ont été tués mardi dans le nord de Gaza, portant à 424 le nombre de militaires israéliens morts depuis le lancement de l'offensive terrestre fin octobre. Le bilan humain continue de s'alourdir dans la bande de Gaza. Plus de 54 000 Palestiniens tués selon le ministère de la Santé du Hamas, alors que la pression internationale s'intensifie pour mettre fin à cette guerre qui dure depuis bientôt 20 mois. La panique a secoué le sud-ouest de la Turquie cette nuit lorsqu'un séisme de magnitude 5,8 a frappé la mer Égée à 68 km de profondeur au large de la station balnéaire de Marmaris. Le tremblement de terre a semé la panique dans la province de Mugla, très fréquentée en cette saison. Selon les autorités, 69 personnes ont été blessées, pour la plupart en sautant de leur balcon ou de leurs fenêtres. Malgré l'intensité ressentie, aucune destruction majeure n'a été signalée. Les équipes de secours ont inspecté les bâtiments et aucune habitation effondrée n'a été constatée, selon le ministre de l'Urbanisme. Dans cette région touristique qui a accueilli près de 4 millions de visiteurs étrangers en 2024, la peur reste palpable. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Grèce, à Chypre, en Égypte et au Liban. La Pologne entre dans une nouvelle ère politique. Karol Nawrocki, candidat nationaliste soutenu par le parti PiS, a remporté dimanche l'élection présidentielle avec 50,89% des voix contre 49,11% pour le pro-européen Rafał Trzaskowski. Une victoire serrée mais symbolique qui marque un sérieux revers pour le gouvernement pro-européen de Donald Tusk. Celui-ci a affirmé « Je demanderai prochainement un vote de confiance au Parlement. Je poursuivrai notre travail pour une Pologne libre, souveraine et tournée vers l'avenir. » Cette élection consacre un basculement. Le président aura désormais le pouvoir de veto pesant sur les réformes européennes, judiciaires et sociétales portées par Tusk depuis son retour au pouvoir en 2023. À l'étranger, les réactions ne se sont pas fait attendre. Donald Trump salue un gagnant, Viktor Orban, victoire fantastique, tandis qu'Emmanuel Macron appelle à préserver l'état de droit. Mais l'élection inquiète aussi à Kiev. Nawrocki souhaite limiter les aides aux réfugiés ukrainiens et freiner leur adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Des positions qui pourraient affecter l'équilibre régional. Volodymyr Zelensky a espéré pouvoir poursuivre une coopération fructueuse avec le président Nawrocki et la Pologne. Pour les analystes, un bras de fer s'annonce entre la présidence et le gouvernement. Un climat qui pourrait mener à des législatives anticipées dès 2025, bien avant le terme officiel en 2027. La Pologne se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins entre Europe et souverainisme, dialogue et confrontation, un test majeur pour l'équilibre démocratique d'un pays clé de l'Union européenne. À quelques jours de Aïd al-Adha, l'effervescence gagne les marchés aux bestiaux en Algérie. Ici, à l'entrée d'un souk de la région d'Al Mghayr, tous les regards sont tournés vers le roi incontesté du sacrifice, le bélier Ouled Djelal. Originaire du sud-est du pays, ce bélier est recherché pour sa robustesse, sa chair tendre et son élégance naturelle. Mais son prestige a un prix.
plus de 1 000 euros, soit près de 4 fois le prix d'un mouton importé. Un acheteur affirme sans hésitation: je trouve cette race chère, mais c'est la meilleure race ici. Malgré son succès, le cheptel de Ouled Djellal est en recul. Il représente encore plus de la moitié des moutons du pays, avec près de 10 millions de têtes, mais la tendance est à la baisse. En cause, le changement climatique qui rend l'élevage plus difficile dans les zones arides, mais aussi le désintérêt des jeunes générations pour ce métier exigeant. Un éleveur local se plaint: nos enfants ne veulent plus continuer. Trop de travail, pas assez de soutien. Pour les éleveurs, l'Aïd est une bouffée d'oxygène, mais l'avenir de cette tradition repose sur des épaules de plus en plus rares. Alors que l'Aïd approche, le bélier Ouled Djellal continue de fasciner, incarnant à lui seul un héritage pastoral précieux mais fragile, au cœur d'un marché entre passion, tradition et préoccupations économiques. Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci et bonsoir.